Moi, c'est vrai que dans un premier temps, souvent dans les reconstructions, je parle de la reconstruction d'un volume mammaire plutôt qu'autre chose, parce que la première étape, c'est souvent une question de volume. C'est des allers-retours tout le temps, et sur des questions qui sont bien plus larges qu'un volume mammaire. Je trouve intéressant de diminuer aussi un peu la barrière stricte entre ce qui est esthétique et culpabilisant et ce qui est reconstructif et qui est autorisé. Ce temps de reconstruction, on dit, c'est penser avec le PAN, c'est-à-dire de réparer les choses, et puis il faut repenser avec le PEN, SER, de dire vraiment, c'est deux temps différents, et donc parfois ce temps qui paraît long aux femmes, je pense, peut être vraiment bénéfique, mais il faut en faire quelque chose et les accompagner là-dedans. Si une patiente n'a plus ni regardé ni touché cette zone-ci, le cerveau peut vraiment aussi la bannir. Oui. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Reconstruction d'un sein et ou de l'image corporelle. On aurait pu décliner ce titre de diverses manières. Reconstruction mammaire et ou de l'estime personnelle, reconstruction d'un sein, de deux seins parfois, non-reconstruction, reconstruction à plat. Un sujet complexe, très complexe je trouve même. Reconstruction mammaire, cette association de deux mots est comme une promesse de récupérer le ou les seins d'avant. Mais il n'en est rien. Vu de l'extérieur, ça paraît pourtant si simple, si linéaire. Elle a perdu un sein, on le reconstruit et basta. Si j'ai décidé d'inviter Aurore et Ingrid aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été des personnes clés dans ce processus complexe. Aurore n'est pas ma chirurgienne plasticienne, mais c'est la première qui a intégré tout l'aspect et le regard féminin dans la réflexion de la reconstruction. Et Ingrid, par son toucher et tout ce temps de parole indispensable, a débloqué beaucoup de choses. Elles sont toutes les deux spécialisées dans le cancer du sein et la reconstruction mammaire, et elles ont tant à partager sur ce processus que nous aimerions linéaire et facile, mais qui est fait d'un paquet d'allers-retours incessants, entre joie et déception, entre doute et certitude, entre espoir et désespoir, entre bonheur de récupérer un volume et difficulté troublante d'associer ce nouveau volume mammaire à un sein, à une partie intime. Si vous vous retrouvez dans ces propos, vous êtes loin d'être seul. Quand on est au creux de la maladie, c'est notre corps organique qui prend le dessus. D'ailleurs, les médecins s'adressent à celui-ci. Il est coupé, trituré, chipoté, malmené par les produits toxiques, injecté, scanné dans tous les sens. Quand nous sortons de la maladie, c'est notre corps symbolique qui prend le dessus. Et il est important que les médecins s'adressent à ce corps symbolique et incluent tout l'aspect féminin. Nous ne sommes pas juste un corps ou un torse qu'on reconstruit, nous sommes des femmes qui doivent penser, avec ANS, penser nos blessures et repenser notre féminité. Certaines femmes surinvestissent ce sein perdu comme s'il était leur seul symbole de féminité, comme si en perdant ce sein, elles avaient tout perdu. Certaines femmes, en revanche, pensent que tout se passe à merveille, mais finalement, des années plus tard, réalisent qu'elles n'ont pas pris le temps de vivre la mutilation, d'identifier toute la blessure qu'elle représente et de mettre des mots sur les mots. Le parcours de chacune par rapport à cette reconstruction ou non-reconstruction est unique. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation de femmes autour de ce long processus. Comment se préparer à tout cela ? Quelles sont les questions à se poser avant la reconstruction ou la non-reconstruction ? Ces motivations ou ces démotivations, ces peurs, ces attentes sont vécues par rapport au volume idéal, par rapport aux prothèses, aux cicatrices. Quel serait le processus idéal pour que ça se passe au mieux pour les femmes ? Quelle relation établir avec son plasticien ? Pourquoi est-il indispensable d'intégrer toutes les dimensions dans le processus de reconstruction mammaire ? Et quel est le rôle de la kiné dans tout ça ? Quelle est l'importance du toucher ? Quelle est l'importance de la parole ? Quelle est l'importance de ce temps précieux pris avec la kiné ? Ce temps où beaucoup de choses intimes peuvent être nommées. Nous allons parler de tout cela, de sexualité aussi, du couple, du manque de sensibilité au niveau de la reconstruction, de sentiments parfois ambivalents, de culpabilité, d'acceptation, de lâcher-prise, de deuil, de réinvestissement et plus encore. Aussi belle soit la reconstruction mammaire,
On peut avoir des seins absolument sublimes, plastiquement parlant, mais le résultat ressenti sera dépendant de l'intégration faite par chaque femme. Chacune à son rythme, chacune en fonction de son histoire personnelle. Merci à Aurore et Ingrid de m'avoir accordé ce temps si précieux pour préparer et enregistrer un podcast sur un thème pas si simple. Je trouve que ce serait chouette que les partenaires écoutent aussi ce podcast. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast N'être princesse, devenir guerrière. Surtout un dimanche, parce que c'est quand même vraiment, vraiment sympa. C'est mon premier podcast à 3 voix. Je trouve ça assez cool, en fait, de dire un podcast à 3 voix. Donc, j'ai investi j'ai acheté un micro pour l'occasion. J'ai envie de dire aux éditrices qu'en fait, on a préparé une certaine structure pour pouvoir aborder tous les aspects de ce long chemin. J'allais vous demander de chacune vous présenter, mais je vais faire autre chose. Je vais demander à Ingrid de présenter Aurore et à Aurore de présenter Ingrid. Je suis désolée, ça, c'était pas préparé, mais... Alors déjà là, on va dépasser le temps. Donc moi, je dois présenter Aurore. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc Aurore est une collègue chirurgienne plasticienne avec qui je travaille depuis un petit bout de temps maintenant. On n'est pas dans le même milieu hospitalier au départ, mais on a eu l'occasion de travailler à l'époque ensemble. Et c'est une collaboration qui a continué vraiment avec le temps, avec énormément de plaisir et de qualité. Donc Aurore est chirurgienne plasticienne au niveau technique et reconnaissance médicale, je pense, de haut vol. Donc les échos sont toujours exceptionnellement beaux quand on parle d'Aurore. Mais je pense à grande qualité aussi, c'est que elle a une démarche humaine et discrète, un peu comme elle est en tant que personne, mais tout en finesse, tout en douceur. Elle va accompagner les gens tant au niveau technique qu'au niveau humain, personnel, etc. Et donc vraiment une capacité d'entente et de présence au niveau de ses patients avec une envie de bien faire. Donc c'est pas la satisfaction, je dirais, chez une médecin de son travail bien fait, qu'elle fait toujours très bien, mais que voilà, mais du travail bien fait pour la personne qu'elle accompagne. Et ça, c'est vraiment pour moi son talent complémentaire à tous les autres. Oui, après vous expliquerez comment vous avez commencé à travailler ensemble, mais voilà. Merci Ingrid. Je vais essayer de te décrire aussi gentiment, ça va aller tout seul, mais j'ai peut-être moins de qualité oratrice pour expliquer tout ce que je pense. Donc Ingrid est donc kiné, spécialisée au départ surtout en oncologie générale, et puis avec les années spécialisée, reconnue, impliquée dans tout ce qui a trait au cancer du sein, à la reconstruction. En effet, ça fait presque 10 ans qu'on s'est rencontrés et qu'on ne s'est plus quitté, malgré, oui, en effet, au début, on travaillait dans le même centre. Mais voilà, Ingrid, donc quand j'essaie de la décrire aux patientes, quand je sens qu'elles ont besoin d'Ingrid, je dis, voilà, il faut que vous alliez voir une collègue kiné, mais 10 fois plus que ça. Parce que c'est très difficile de décrire Ingrid dans une case, parce qu'elle sort tout à fait de tout ça. Et donc, c'est une personne qui dégage tellement d'énergie et de prise en charge tellement plus profonde, mais en même temps avec une énergie positive. J'ai l'impression qu'elle transmet de la force aux patientes, et avec un regard très humain, évidemment. Mais très vrai, en fait, et avec la facilité d'expliquer les choses et de mettre les patientes face à leur questionnement. C'est vraiment toute cette démarche de kiné, bien sûr, au niveau du traitement tissulaire. Bon, comme elle connaît extrêmement bien son boulot, les traitements sont aussi nettement plus efficaces parfois, et bon, c'est pour ça qu'elle a commencé à faire une formation post-universitaire pour essayer de sensibiliser les kinés de façon générale à cette problématique. Mais voilà, il y a bien plus qui est plus difficile à transmettre, je pense, mais... Moi, je témoigne. Moi, je vais un peu vous présenter aussi. En fait, Aurore, toi, je t'ai rencontrée et tu es finalement la première qui s'est adressée à mon corps symbolique, et on parlera du corps symbolique et du corps organique. Donc il y avait ce regard du féminin. La première aussi qui a installé un soutien de sport, qui a mis des prothèses, même si c'était pas la technique que j'allais choisir. Enfin, je n'en savais rien en fait à ce moment-là, mais donc avec toutes les questions abordées que aucun autre médecin avait abordées. Bon, ça m'a pas empêché de pleurer dans la voiture, mais je pense que j'ai pleuré pour différentes raisons en fait. Les autres, j'ai pleuré parce que je trouvais qu'ils s'adressaient qu'au corps organique, et là j'ai pleuré parce que tu t'adressais à mon corps symbolique et je trouvais que c'était tellement merveilleux. Et donc voilà. Et puis après tu m'as présenté en fait Ingrid. J'avais ta carte depuis 1 an et demi. On n'insiste pas assez à l'hôpital
Et ça, j'ai envie de le crier, le dire, le redire, à quel point c'est important d'aller voir une kiné. Moi, je bougeais mon bras, voilà, on m'avait enlevé le sein, je bougeais mon bras, je devais pas voir une kiné, point barre, quoi. Et en fait, c'était tellement crucial. Voilà, première séance, tous les mots sur les mots, et les larmes, et les larmes, et les larmes. Donc voilà notre rencontre à toutes les trois. On va commencer par la première question. Comment se préparer en fait à tout ça et quelles sont toutes les questions à se poser avant la reconstruction ou pas? Donc avant tout ce processus, quelles sont les questions à se poser? Les questions à se poser. Donc, c'est vrai que la question de savoir où on en est, peut-être dans le cheminement, bon, c'est difficile de se le dire à soi-même parce qu'on n'a pas d'autres repères, sauf à partager avec d'autres femmes, peut-être qui sont passées par là. Mais c'est vrai que quand on rencontre des patientes pour la première fois, c'est très variable tant au niveau du cheminement par rapport à la maladie, du délai éventuellement. Certaines, donc, ont un besoin d'avoir au moins les informations ou éventuellement envisager la reconstruction assez vite. D'autres femmes viennent des années après leur intervention, leur traitement, parce que finalement elles se rendent compte qu'elles aimeraient quand même bien au moins s'informer. Alors parfois il y a une sensation de culpabilité, d'avoir l'impression de faire une coquetterie, d'autres qui ont eu peur, qui ne voulaient plus entrer dans le milieu hospitalier. Enfin, il y a vraiment chacune est différente, donc c'est vraiment. Donc tu dois rentrer dans l'histoire personnelle de chacune en fait. Oui, c'est vrai que quand les patientes arrivent en expliquant leurs demandes, elles expliquent un peu tout ça parce qu'évidemment, je leur demande un peu leurs éléments médicaux, les traitements qu'elles ont subis, etc. Donc souvent, ça vient un peu dans la discussion. Alors, la deuxième chose, c'est leur rapport avec elles-mêmes, avec leur corps. Ça, je pense qu'Ingrid, par contre, va beaucoup plus creuser et connaître les patientes encore mieux dans ce point de vue-là, parce qu'au fur et à mesure des séances de kiné, de toucher, de discussions qui sont aussi différentes et sur un autre niveau. Mais voilà, c'est aussi à prendre en compte dans la façon dont les patientes m'expliquent. Je leur demande comment était leur poitrine avant, qu'est-ce qu'elles souhaitent pour après, etc. Donc ça, on perçoit aussi des façons de se percevoir soi-même, des souhaits par rapport à son corps, par rapport à cette reconstruction. Aurore, est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent complètement perdues, elles savent même pas si elles veulent reconstruire, pas reconstruire, elles sont dans un nuage, un flou complet? Oui, alors par contre, celles qui arrivent en me disant je ne sais pas si je veux reconstruire ou pas, je pense pas qu'elles soient tout à fait perdues par contre, parce qu'elles se posent la question, elles viennent prendre des informations. Et d'autres patientes, je dirais, sont peut-être plus perdues parce qu'elles arrivent avec des idées qu'elles se sont faites en essayant d'imaginer toutes seules et de répondre toutes seules aux questions. En fait, quand on travaillait dans le même hôpital, c'est vrai qu'on essayait de donner, au moins de laisser des informations facilement accessibles aux patientes pour essayer de faciliter en fait cet accès à l'information sur la reconstruction, parce que on pioche des choses, on entend l'expérience de l'une, l'expérience de l'autre, et donc c'est parfois très déroutant dans le processus de décision. Et alors il y a des patientes qui sont totalement perdues en effet par rapport à leur corps. Souvent quand je leur demande quel bonnet de soutien vous faites, souvent en fait là, je dirais plus de 50% ne savent pas. Je ne sais plus. C'est comme si c'était une question. Et alors, et vous auriez souhaité quoi? Un peu augmenter, diminuer ça aussi. Parfois, ça met certaines sont assez, donc justement, enclenche ça assez facilement. Et d'autres patients disent en fait c'est pas ça, je sais pas. En fait, bref, c'est des choses qui parfois sont un peu complètement dans la maladie encore. Et finalement, une taille de bonnet, ou aussi pas mal qui vont déjà voir des plasticiens avant même d'avoir perdu leur sein, en fait, pour aussi se rassurer. Oui, c'est ça. Les timings sont vraiment très différents. Et et le cheminement par rapport au traitement à la maladie sont aussi. Tout à fait. Oui. Je pense que chaque femme y gagnera à faire un chemin de réflexion par rapport à la reconstruction. Certaines ont peur de prendre un contact avec les chirurgiens en disant non, mais la reconstruction, quand j'entends tous les échecs de prothèses ou d'autres techniques, etc. Et puis en questionnant, mais vous savez, il y a des étapes, il y a des choses différentes, des choses qui peuvent être faites pour ceci, pour cela. C'est vrai que le manque d'information initiale, je trouve, complique les choses parce qu'elles ont peur, en arrivant aussi, qu'on leur vende tout un gros truc. Alors qu'initialement, je pense que si c'est bien fait, c'est plutôt une réflexion, dans un premier temps, une présentation de ce qui existe. Après, je pense que chaque femme doit arriver à se poser la question, et on parlait de la taille du bonnet. C'est arrivé plusieurs fois avec certaines patientes qui, quand on les questionnait là-dessus, se dire non, enfin, comme avant, ou comme s'il y avait un tabou autour de ça, c'est dire, mais
souvent, beaucoup me disent « mais moi, j'aurais jamais fait de chirurgie esthétique et donc, mais si c'est pas de la chirurgie esthétique, pourquoi pas faire ?» C'est ça, je parlais de la culpabilité. Voilà, par de dire, rapport à ça, en fait, ici, vous avez subi une mutilation et on va essayer de corriger ça avec vous et d'en faire quelque chose. Et quitte à en faire quelque chose, travaillons cette question pour qu'elle vous corresponde au mieux en tant que femme avant, en tant que femme face à la mutilation que vous avez vécue, et en tant que femme, entre guillemets, rêvée, dans le sens où vous devez subir quelque chose. Il faut que ça vous parle, il faut que vous vous sentiez bien avec ça et il faut vraiment intégrer toute cette question. Et donc, par rapport à ça, je trouve quelles sont dans le processus les choses à mettre en place. C'est se questionner sur les possibilités, parce que c'est vrai que partir dans tous les sens, c'est pas toujours idéal non plus. Donc, savoir ce qui existe, avoir les possibilités, les cartes en main. Alors là, une des difficultés, c'est que beaucoup de patientes nous disent, j'ai été voir, c'est conseillé, de voir au moins 2-3 chirurgiens différents. Et des chirurgiens qui disent qu'ils ont tous les 3 proposé quelque chose de différent. Oui, ça c'est vrai. Et en plus en disant, ça doit être surtout pas le premier choix qu'on vous a proposé. Et puis le 3e qui va dire, mais le 2e, c'est impossible chez vous. Et ça, c'est pour les patientes qui n'ont pas la maîtrise médicale, c'est extrêmement anxiogène. Donc là, il faut faire attention. Mais donc, je dirais, avoir les cartes en main. Et puis sur base de ça, en parallèle, avant, après, aussi se poser les questions de quels sont mes besoins à moi, comment je me sens, quel est mon vécu par rapport à un corps étranger, quel est mon vécu par rapport à des cicatrices supplémentaires, quel est mon vécu par rapport au timing nécessaire pour une reconstruction. Certaines reconstructions prennent plus de temps que d'autres pour des raisons qui peuvent parfois être très utiles ou très enquiquinantes pour nos patientes. Donc je pense qu'autour de cette question-là, il y a vraiment un cheminement qui peut mener finalement à un choix de non-reconstruction aussi. Mais ça a permis de faire un cheminement. Je trouve que ce serait intéressant. En fait, j'y pense maintenant et je le dis carrément en direct là, mais de peut-être mettre dans la page qui sera consacrée à ce podcast sur le site internet, en fait, des exemples de questions à se poser avant, en fait, parce que je trouve qu'on est tellement pris dans cette espèce de c'est dur, quoi, et on sait pas si on se pose les bonnes questions. On est complètement perdu par rapport à cette mutilation. Donc, je trouve que c'est compliqué quand on est dans le flot de la maladie et que voilà. Donc peut-être que ça pourrait aider en fait de mettre certaines questions par écrit en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que comme tu dis qu'on est dans le flot de la maladie, mais souvent moi j'ai l'impression que j'ai pas mal de patientes qui, quand j'explique ou je réponds à leurs questions, elles sont soulagées en fait parce que ça permet de donner même si en effet il faut pas dire il faut faire ça, il faut pas faire ça, il y a beaucoup de techniques disponibles et il faut sentir chez chacune laquelle est la plus adaptée. Il n'y en a pas une qui est meilleure que toutes les autres, mais déjà essayer de donner des lignes de réflexion parce que parfois on sait pas réfléchir sans avoir eu des informations personnalisées. Donc c'est pour ça que il faut pas non plus hésiter à aller prendre des informations, mais en arrivant en disant voilà je veux juste des informations et pas arriver en disant voilà je voudrais une reconstruction. Enfin c'est tout à fait différent et je trouve que ça peut aussi aider à rentrer dans la réflexion. C'est vrai qu'en effet si on pouvait mettre des questions au préalable, parce que c'est vrai que oui, la question quelle taille de bonnet peut être un petit peu choquante alors qu'on est en train de lutter contre un. Enfin, je trouve que c'est le flou total. Enfin, c'était mon expérience personnelle. Je pense que tout le monde n'a pas la même expérience, mais je trouve que c'est pas évident en fait. Mais moi, je voulais juste rajouter quand tu disais que les patientes pensaient que c'était un processus très long, etc. À l'inverse, parfois elles sont saisies par le fait que c'est quand même un processus long. Oui. Elles arrivent à l'inverse en disant bon voilà je vais faire une reconstruction et puis alors quand on explique tout ce par quoi il faut passer qui peut justement paraître moins dramatique pour certaines va paraître très long pour d'autres. Oui, une reconstruction autologue quoi qui peut se passer. Oui, mais même quelle que soit la technique et c'est vrai que parfois c'est minimisé dans l'autre sens. C'est comme le sein a l'air d'un organe assez facile, assez simple, en fait c'est pas le cas. Mais ça, on avait discuté ensemble de ces étapes aussi. Et c'est vrai que ça peut, et c'est très clairement lourd pour les patientes quand c'est long. Maintenant, moi, de mon côté aussi de kiné et dans le chemin que je partage avec beaucoup de femmes, je pense que c'est un temps qui est souvent nécessaire. Donc, il peut vraiment être long et vécu de manière très compliquée, mais qui, à l'inverse, permet aussi de nommer des choses à différents moments. Moi, c'est vrai que dans un premier temps, souvent dans la reconstruction, je parle de la reconstruction d'un volume mammaire plutôt qu'autre chose, parce que la première étape, c'est souvent une question de volume. C'est loin d'être optimal, c'est loin d'être joli, les sensations qu'on ressent ne sont pas toujours agréables, voire pas du tout. Les cicatrices sont parfois très moches. Et donc dire, dans un premier temps, on va travailler la question du volume, et puis les choses vont se peaufiner. Et je pense que physiquement comme psychiquement, ce temps de reconstruction, on dit c'est penser avec le PAN, de dire de réparer les choses, et puis il faut repenser avec le PEN, SER, et de dire vraiment, c'est 2 temps différents, et donc parfois ce temps qui paraît long aux femmes, je pense peut être vraiment bénéfique, mais il faut en faire quelque chose et les accompagner là-dedans. Sinon, c'est l'impression d'un épuisement et d'un
non-stop, sans objectif, etc. Donc, c'est peut-être une phase où on peut faire les choses à l'avance, en fait, à l'avance, pour pas avoir l'impression d'être mené dans un processus beaucoup plus long. Enfin. Moi, c'était révolutionnaire quand tu as utilisé le mot volume mammaire, parce que je trouve que c'est vraiment... je l'ai déjà dit dans l'intro, mais... il y a une espèce de promesse de quelque chose et en fait on se retrouve avec des étapes qui sont un volume, c'est pas un sein. C'est la première fois vraiment que quand tu as mentionné volume mammaire, je me suis dit ok quoi, parce que c'est dur d'accepter ces étapes qui ressemblent à pas grand chose, qui ressemblent même pas à un sein. Il y a pas de sillon, il y a pas de téton, il y a pas de mamelon, c'est dur quoi. Et donc de mentionner tout ça, je trouve que c'est vraiment tout ce processus est vraiment important. C'est dur et il n'y a pas beaucoup d'espace parce que dans l'accompagnement, on est opéré, on suit, il y a les suivis post-opératoires, mais c'est une zone de très grande intimité et donc c'est une zone aussi que la femme doit combattre, enfin en tout cas composer avec, souvent un peu toute seule, même s'il peut avoir un chouette conjoint, mais on a une grande cicatrice au visage qui cicatrise, qu'on améliore, il y a un accompagnement qui va être nommé, etc. Un sein qui n'est pas encore, avec des mutilations, avec des trucs pas agréables, pas confortables. Il y a quand même, je pense aussi dans la reconstruction, une grande solitude de la femme qui subit, qui profite de ça ou qui subit ça. On peut dire les deux mots, je pense aussi. Donc oui, vigilance à cette question-là, je pense. Oui, d'où l'accompagnement avec une kiné. Alors je pense que tout le monde n'a pas... c'est le grand drame. Hein. Je pense que la France, ils sont peut-être un tout petit peu plus en avance pour ça, mais je ne sais pas si tout le monde voit une kiné en Belgique, en fait. Non, clairement pas. Et c'est vrai qu'en France, il y a vraiment tout le réseau cancer du sein qui a été développé, et une grande proactivité au niveau de l'accompagnement. Les règles de remboursement ne sont pas les mêmes, etc. Donc parfois plus une question de proximité géographique. Je pense qu'il peut être compliqué pour trouver quelqu'un de compétent, en tout cas de compétent, de former, de spécialiser dans le domaine. Mais par contre, il développe un réseau du cancer du sein qui est vraiment extrêmement intéressant. Rose Up, il y a vraiment plusieurs choses qui se sont mises en place qui, je pense, pour informer, devraient vraiment être... faire exemple pour ici. Ouais, nous allons suivre nos amis les Français. Voilà. Alors, je vais m'adresser à toi, Ingrid, pour répondre à la question, mais quel serait le processus idéal pour que la reconstruction se passe bien pour les femmes ? Bon, je sais que c'est une question très, très vaste, mais... par quoi est-ce que ça commence? Oui, parce que processus idéal, un peu comme on disait, il n'y a pas une technique idéale. S'il y en avait une, ça se saurait. Oui. S'il y avait un processus idéal, on va peut-être arriver à le trouver un jour ou l'autre. On utiliserait que celui-là. Voilà. Je pense que le mot le plus important, c'est processus déjà. Oui. Pour qu'une reconstruction soit idéale, c'est bien intégré que c'est un processus. Donc moi, je partirais de cette question-là. Je pense que une reconstruction, et ça on parlait tantôt du timing de reconstruction, va aussi, la qualité, le résultat au niveau vécu, dépendre du processus de deuil qui a été fait avant ça. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, je pense que c'est essentiel de se poser et de vivre la mutilation avant. C'est très régulier que des personnes viennent en consultation où, dès le départ, même moi, si je dépose, une fois que j'ai déposé juste ma main sur le sein absent, il y a un blanc, un temps, des larmes, une crispation, des épaules qui se ferment, beaucoup de choses qui peuvent se passer déjà rien qu'au premier toucher. Quand on fait la même chose en touchant le deuxième sein, quand c'est une mastectomie unilatérale, ça repart de nouveau dans beaucoup d'émotions. Et donc, je dirais se poser par rapport à toutes ces questions-là, aussi par rapport à la blessure que ça représente. Pour une femme, on disait la fonction du sein, elle peut être esthétique pour s'habiller, elle peut être érotique, elle peut être de la fonction de la maternité, elle peut être vraiment beaucoup de codes sociaux en fonction aussi des cultures et de sa propre histoire. Et donc, je pense que le temps de se poser dans cette question du deuil est important parce que la reconstruction mammaire ne va pas permettre une réparation de tout non plus. Et donc, dans les deux sens, c'est important de se poser la question de mon vécu, c'est quoi ? Et du coup, quels sont mes objectifs au niveau de cette reconstruction ? Quelles sont les choses que je veux réparer ? Quelles sont les choses avec lesquelles je vais devoir composer ? Et ça, je pense que c'est vraiment un processus qui est... je redis encore et encore cette question de processus, mais je pense que c'est le cas. Mais donc, finalement, oui, la case deuil du sein te semble tout à fait indispensable. Oui, je pense que la reconstruction ne dispense pas. Elle dispense pas ce travail de deuil. Et c'est vrai que un exemple que j'avais d'une patiente qui était venue, qu'Aurore connaît aussi, une patiente qui avait une mastectomie d'un côté il y a très très longtemps, mais vraiment très longtemps, et qui fait une tumorectomie au niveau de l'autre sein, cancer très localisé, donc entre guillemets, paraissait beaucoup plus simple au niveau du vécu. Elle est venue en consultation juste pour sa cicatrice, travailler l'amplitude pour la radiothérapie, et dans la consulte, je lui ai demandé si je pouvais juste mettre ma main sur l'autre sein. Donc le sein qui avait été reconstruit des années avant. Il n'avait jamais été reconstruit. Il n'avait jamais été reconstruit. Et voilà, j'ai juste mis ma main
et c'est parti en catastrophe. Très heureuse de l'avoir fait, mais c'était en fait le réveil, le second cancer, entre guillemets, qui pourtant va très bien, la patiente va très bien, c'était déjà il y a un petit temps, a été vraiment l'explosion émotionnelle, parce qu'aussi ça a permis du coup de réaborder des choses qu'elle avait gérées pour son premier cancer, mais qui n'étaient pas du tout digérées. Une personne à qui on avait dit à l'époque aucune reconstruction possible chez vous, où là moi je dis non, ça c'est une réponse qu'on ne peut pas vous avoir donnée, c'est pas possible. Et donc finalement d'avoir encouragé, presque exigé qu'elle rencontre Aurore, et là je reviens sur la présentation que j'ai faite d'Aurore au départ, avec une qualité chez Aurore d'être capable d'accueillir la patiente dans ce qu'elle est, tout en lui disant si vous devez aller ailleurs, si vous devez ne pas le faire, c'est très bien, je fais partie de votre cheminement. Et donc cette dame est allée avec moi chez Aurore et s'est fait reconstruire, et un chemin, on se dit voilà. Et donc, le processus, il est où? C'est dans tout ce que ça représente, dans tout ce qu'on en fait, dans tout ce qu'on peut en faire. Et donc, voilà. Dans cette question-là, je pense que c'est vraiment important d'identifier la question des motivations, la question des peurs liées à soi-même, liées aux techniques, liées à plein de choses, pour pouvoir vraiment réfléchir et être investi dans cette démarche de reconstruction et de réintégration corporelle. On a utilisé, quand on avait fait une conférence ensemble, reconstruire un sein et ou une image corporelle, et le et ou est important. Je pense vraiment que il y a des femmes qui choisissent de ne pas se reconstruire, mais dans le cheminement de la reconstruction, les questions qu'on se pose, en fait, redéfinissent, recréent leur image corporelle. Et c'est une reconstruction. La reconstruction, c'est se redéfinir physiquement après une mutilation. Et à l'inverse aussi, on a eu une autre patiente aussi qui nous a assez fort marqué, les lunettes toutes premières qui nous a menées ensemble. Donc c'est une très jeune femme qui avait eu une mastectomie puis une reconstruction et qui vient me consulter en me disant que sa reconstruction est vraiment horrible, ça ne va pas. Donc j'écoute tout ce qu'elle m'explique et puis après je l'examine et puis vraiment c'est vraiment ça qui m'a, un peu le point de départ en fait. La reconstruction que tu avais faite, hein? Oui, c'est ça. Et alors elle me dit il faut que vous me réopériez parce que ça va pas, etc. Alors, oui, elle avait été vue avant chez d'autres chirurgiens. Voilà. Donc, c'est pas toi qui l'avais reconstruite, mais tu l'as récupérée après. Voilà, elle revient chez moi pour me dire que sa reconstruction, ça va pas du tout. Et alors, je l'examine, je lui dis, écoutez, techniquement, votre reconstruction, elle est difficilement améliorable. Enfin, elle était objectivement très belle. Alors, ce qui est difficile, je peux pas dire ça aux patientes parce que dans son vécu, c'est pas ça. Ça, c'est intéressant que tu dises ça, en fait, oui. Oui, en fait, je peux pas dire c'est beau ou c'est pas beau parce que ça dépend de la façon dont la reconstruction est intégrée dans le corps, dans le processus. Donc, il y avait des phénomènes de douleur, d'inconfort, et donc je dis, mais la chirurgie va vous réagresser. Je suis sûre d'améliorer quelque chose de façon significative par rapport à vos plaintes. C'est bien sûr ce qu'il y a à faire, mais voilà, ici, pour vous, je pense qu'il faudrait prendre un autre abord pour essayer d'accéder à votre demande et à votre requête. Là, donc, j'ai téléphoné à Madame de Biourge, que je connaissais pas encore bien, en lui disant, est-ce que vous pourriez voir cette patiente parce que je pense que moi je ne peux pas l'aider à ce stade-ci. Il y avait bien des petites choses qu'on pouvait améliorer, mais par rapport à ce qu'elle décrivait, c'était pas du tout cohérent avec la chirurgie que je pouvais lui proposer. Et donc elle a rencontré une Ingrid, elle a été 10 fois mieux transformée. Enfin bref. Oui. Et en fait, même si une reconstruction est très belle techniquement et objectivement, le fait de pas l'intégrer, de pas la réintégrer en soi, pas la réapprivoiser, c'est aussi même après, dans un second temps, même pour les reconstructions immédiates, je pense que c'est aussi pas uniquement la mastectomie qu'il faut réapprivoiser, donc faire son deuil ou investir, c'est aussi son sein reconstruit. Donc si au départ c'est fait pour le site opéré, la mastectomie, je pense que c'est très probablement beaucoup plus favorable et beaucoup plus facile pour la reconstruction après, mais c'est vrai que ça peut arriver déjà sur un sein reconstruit et même très bien reconstruit, parce que objectivement c'était une très jolie reconstruction. Et la reconstruction de mon confrère était magnifique. Ce qu'elle a nommé par la suite, que de fait, c'était mais c'est joli. Ça qui est intéressant, parce qu'on l'a quand même vu sur le groupe de soutien aussi, il y a des très belles reconstructions, mais les femmes, alors il y a des femmes qui entendent des médecins qui disent mais c'est magnifique. Mais c'est horrible parce qu'en fait, si elles se sentent hyper mal avec cette reconstruction, donc c'est vraiment un long processus. Alors, est-ce que le nouveau sein doit être sexualisé? Est-ce que tout ça, c'est compliqué quand même, hein? Est-ce que c'est le toucher? Il n'y a pas de réponse unique, hein? Voilà, comme on l'a dit. Dans ce processus, est-ce que c'est mettre des mots sur les mots? Est-ce que comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier? On va parler du processus de nouveau, mais se réapproprier petit à petit. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en fait pour vraiment se réapproprier ce sein? Mais on a déjà parlé d'un autre podcast par rapport à la question le toucher. Je pense vraiment que le toucher est important. Alors, par rapport à cette question-là, en tant que kiné, on n'a pas un bagage psy
une formation psy. On a, je pense, une bienveillance, une envie, des formations parallèles qu'on peut faire. Je trouve que tu es un petit peu... Enfin, je veux dire, dans ton accompagnement, tu es aussi un petit peu... Oui, mais c'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Tu as un très bon bagage psy aussi, parce que tu parles beaucoup pendant les consultations. En fait, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment un travail à faire. C'est le toucher, en fait, confronte. On parlait du fait que dans mon caractère, bon, ça c'est moi aussi, mais je peux être quelqu'un de très confrontant. Je pense que c'est difficile de faire semblant quand on touche. Mais c'est ça, ça libère la parole. Et donc, ça libère la parole. Oui. C'est parfois difficile. Donc, c'est vrai que tu disais parfois pleurer après. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui pleurent pendant la consultation avec moi, qui pleurent parfois après la consultation, qui me disent, je suis restée dans la voiture un moment, ou maintenant, c'est vrai qu'au cabinet, j'ai fait une petite salle d'attente un peu plus cosy aussi, même dehors, en disant, posez-vous si vous en avez le besoin. Oui. Et moi, les patientes ont mon numéro pour appeler après. Parce que c'est vrai que j'ai des patientes où je vois que je soulève beaucoup de choses pendant la consulte. Oui. Et pas qu'elles se retrouvent chez elles après, le soir, le lendemain, le surlendemain, avec un bagage avec lequel elles ne savent plus quoi faire. Donc, elles peuvent le poser. En général, rien que le fait de pouvoir m'appeler, ça suffit. Parfois, il y a des dames qui appellent et je trouve ça très bien. Ça, c'est vraiment... je trouverais dangereux d'aller toucher là où ça fait mal ou de secouer quelqu'un dans son intimité profonde et puis de la laisser seule. Par contre, c'est vrai que un travail avec un psychologue peut vraiment aider sur cette question-là aussi, mais le toucher apporte quelque chose de plus. Quand on est dans une équipe pluridisciplinaire, c'est déjà arrivé, moi, de proposer à mes patientes de travailler avec moi, mais de fixer une consultation psychologique après pour pouvoir rediscuter avec la psychologue de ce qu'elle a vécu avec moi. Okay. Et ça peut aider. Mais c'est vrai qu'il y a des psychologues avec qui j'ai déjà discuté qui n'ont jamais vu un sein reconstruit, qui parfois ne connaissent même pas les techniques de reconstruction. Et ça, c'est compliqué. Je trouve vraiment dans une dynamique aussi où un psy garde un cas, de laisser la patiente venir avec des choses où, moi, en tant que personne, c'est vrai que je vais parfois y aller un peu plus franchement, de pouvoir discuter du sein érotique, de la sensation. On avait aussi pu aborder cette question-là voilà, une patiente... On avait reconstruit ces mamelons qui étaient reconstruits et jolis, mais des mamelons qui étaient reconstruits sans aucune sensibilité et que le conjoint trouvait par contre très érotique et très intéressant. Mais donc voilà, ma patiente m'avait expliqué, moi il joue avec les mamelons tout le temps, moi ça m'amuse pas du tout. Et donc on avait fait une consultation de couple où dans la discussion de plein de choses, justement le confort, vous pouvez faire ceci, cela, n'ayez pas peur de votre toucher pour apporter ceci, cela à votre compagne, voilà, d'apporter des choses positives et puis dire par contre les mamelons ils sont très beaux, mais sachez que pour elle ça n'a pas beaucoup, et avec un petit clin d'œil sur le côté. Voilà, donc c'est des choses qui, je pense, que, par le toucher, permettent d'aborder beaucoup de choses. Le toucher lève des barrières et l'intimité de la séance aussi. Oui, parce que c'est une demi-heure, voire une heure de séance. Et donc on est avec une dame à côté, on rigole torse nu. C'est une patiente qui m'a dit, mais on se tutoie ou je dis, je masse quand même vos seins depuis une demi-heure. Je pense qu'on pourrait masser. Et donc voilà, c'est le côté, on entre dans une bulle intime que les kinés ont la possibilité de faire. Même au niveau de la distance, les autres paramédicaux ont une distance souvent plus importante à maintenir. La question du fameux cadre, dont lequel, en théorie, moi je sors énormément, mais je pense que c'est très utile pour ce type de travail. Je pense que chez une psy, je ne sais pas si la personne peut facilement montrer si facilement ses seins ou sa reconstruction, tout ça, donc je ne sais pas très bien comment ça se passe. Pourquoi elle le ferait ? Parce que, comme tu dis, je pense que ça, c'est un autre niveau. En fait, les niveaux de discussion ne sont pas les mêmes parce que la psy ne va pas pouvoir aider à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Peut-être plutôt sur la représentation que le sein. C'est ça, toutes les symboliques. Peut-être c'est beaucoup plus sur ce point de vue-là qu'une consultation psy peut Le travail psychologique, l'accompagnement est très important aussi. Mais pour moi, c'est une autre porte d'entrée, d'autres thèmes et d'autres choses. Et donc ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est utile. Cette question du toucher. Le toucher, se toucher soi, c'est une des premières questions où moi je posais à mes patientes, n'est-ce pas Delphine, est-ce que vous hydratez bien votre sein? Et en général elle me montre la main bien, parfois c'est non, ou la main bien plate et elle frotte comme s'il y avait quelques miettes de pain là sur le bord. Et dit mais non, c'est hydraté, c'est un sein, c'est pas ça, c'est dans la bienveillance, dans le toucher long, dans est-ce que vous sentez pas? Et donc cette première question là, c'est en fait où vous vous situez par rapport à ça? Un non-sein. Moi je disais un non-sein, où je disais la mastectomie. C'était vraiment... Mais c'est vrai que moi aussi, quand j'examine, parce que évidemment la qualité, la souplesse des tissus, l'épaisseur des tissus sont des choses importantes. Oui, tu touches alors. Et évidemment. Je touche alors. Parfois, j'ai vraiment des mouvements de recul des patientes. Et alors là, je me dis carte de visite d'Ingrid, il va falloir. Mais c'est vrai que on voit fort les différences d'étapes, je dirais, dans le processus et puis même les rapports. Je crois que naturellement, certaines femmes ont forcément des rapports avec leur corps plus faciles, plus compliqués, plus.
voilà, c'est déjà de base, on est toutes différentes par rapport à notre corps. Et donc, évidemment, dans un moment comme celui-là, ça exacerbe probablement encore. Est-ce que tu trouves que c'est difficile pour toi, Aurore, justement, bon, c'est génial, ce duo avec Ingrid, mais finalement, mais tu m'as quand même consacré, je crois, 1h30 la première fois que je suis venue, donc c'est pas toujours le cas de tous les plasticiens, mais d'avoir finalement peu de temps et de vouloir peut-être, est-ce que c'est compliqué pour toi d'être un peu restreinte en tant que plasticienne? Tu peux pas voir les gens pendant 2 heures et tu aimerais. Oui, c'est vrai que la grande aide qu'Ingrid m'apporte aussi, c'est qu'elle me contacte quand c'est nécessaire et quand je peux réapporter quelque chose par rapport à ce qu'elle a fait. Enfin, on se parle souvent de nos patientes et alors elle m'explique des choses qu'elle a pu échanger avec les patientes au cours d'une séance d'1 heure où il y avait les massages, etc. Bon, surtout sur les modifications apportées à une reconstruction, sur les choses à travailler, sur ce que les patientes veulent profondément et qu'elles n'arrivent pas à me dire. Ah oui, on en avait parlé de ça. Hein, qu'elles osent peut-être pas te décevoir ou oui, ça aussi. Comment ça se passe ça? Surtout quand on aime son chirurgien. Enfin, moi, je vois en tout cas avec les différents chirurgiens, il y a le médecin tout-puissant, auquel on a peur de dire quelque chose. Oui. Avec Aurore, mais non, elle est tellement adorable, tellement attentive, etc. Mais moi, ça m'arrive de dire à des patients, non, ça pour l'instant, c'est pas encore très optimal, hein, ou ça c'est, c'est compliqué pour une patiente de dire que ça pour l'instant c'est moche. On parlait des étapes sans pour autant attaquer le médecin en fait. Oui, et donc moi c'est vrai que je peux nommer et je vais lui en disant ben voilà pour l'instant tout ça. Donc il faut renommer toutes les choses jolies aussi. Maintenant jolie c'est toujours comme on le voit en post-op en disant elle est belle votre cicatrice. Bon, c'est drôle hein, une patiente elle est belle votre cicatrice mais ça peut pas être beau. Alors oui le trait peut être fin et à l'inverse moi de pouvoir dire en disant ça pour l'instant c'est vraiment vous en pensez quoi? Oui, c'est pas très joli. Non, c'est moche, hein? Non, c'est moche, hein? Oui, c'est bien, mais parfois aussi, quand j'examine des patientes, alors je fais attention parce que certaines patientes je veux pas soulever des problèmes qui n'existent pas pour la patiente. Parce que c'est vrai que moi, techniquement, je peux dire oui ça. En fait parfois le résultat plutôt technique et esthétique avec mes yeux de chirurgien va être différent pour la patiente donc dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait. Et donc c'est vrai que quand j'examine la patiente j'essaye de sonder, j'essaye de laisser la porte ouverte et alors mais parfois quand c'est évident je dis oui non mais ça il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on améliore, qu'on retravaille et puis alors parfois oui il y a un petit soulagement oui ça c'est vrai et puis voilà, mais c'est vrai qu'avec Ingrid, il y a un échange qui est encore beaucoup plus profond, une réflexion en fait, qu'elle génère chez la patiente aussi, et puis qu'elle nomme, et qui permet à la patiente de s'exprimer, ou alors Ingrid me le dit en direct, si elle sent que ça ne va pas passer comme ça. Et alors, je crois qu'on apporte aussi beaucoup plus. On fait parfois des petits mots en fin de séance, en présence de ma patiente, de dire, je laisse un petit message à Aurore, et en disant, ben voilà, Aurore, j'ai vu Madame Untel, on a identifié ceci, parce que du coup, la patiente a plus de facilité aussi à retourner près de son chirurgien. Je le fais parfois avec d'autres médecins aussi, hein, je ne travaille pas non plus qu'avec Aurore, mais et en disant, ben voilà, ma patiente m'a notifié ou dans le travail, je perçois que. Après, c'est le chirurgien, je dis, on reste entre guillemets à disposition du chirurgien et de la patiente, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a parfois des petites choses qui sont nommées ou si à chaque consultation une patiente me renomme ce petit truc-là m'ennuie ou on dirait peut-être ça paraît secondaire pour nous en tant que soignants, dire mais en fait non, elle le répète, c'est que c'est important et donc c'est des choses qui permettent de renommer les choses ou parfois même au niveau médical, de simplement elle dit oui je sais pas trop comment l'expliquer, ben on va le faire ensemble, je vais laisser un petit message ou j'envoie un petit mail maintenant à votre médecin, c'est sécurisant je pense pour les patientes. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement par rapport à un conseil aux patientes qui nous écoutent, qui sont face à un médecin qui dit mais si c'est impeccable, c'est magnifique, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, comment est-ce qu'elles peuvent se sentir, parce que ça ressort souvent en fait hein. Mais peut-être insister sur je ressens que. Oui. Ou j'entends aussi souvent des patientes qui n'osent pas demander à leur médecin parce que ce sont des grands pontes, qui n'osent pas poser de questions et donc il y a parfois beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses qui sont pas dites quoi. C'était une des questions qu'on s'était posées, de quelle relation établir avec son chirurgien. Ça je pense c'est peut-être toi qui vas pouvoir plus en parler Aurore, mais il y a un grand pont, ok, c'est important de trouver un bon médecin au niveau compétences, mais une patiente qui n'est pas entendue, qui ne se sent pas entendue ou qui ne se sent pas la liberté de discuter avec son chirurgien, ça va devenir problématique dans cette question de processus de reconstruction. Oui. Maintenant, les consultations sont comptées au niveau timing, on n'est pas dans le monde des bisounours, on aimerait, hein. Oui, donc mais il faut structurer ces questions et ces réflexions, je pense. Oui, tout à fait, mais c'est la qualité de la communication. Je pense, comme tu l'as dit tout au début, c'est intéressant de voir 2-3 chirurgiens parce que toutes les patientes ne vont pas s'entendre avec tous les chirurgiens et enfin, je pense que ça c'est vraiment de l'ordre de la relation humaine. Il faut trouver quelqu'un avec qui on se sent à l'aise
avec qui on se sent entendu, et idem pour le chirurgien, parce que je me souviens, pour ça c'était en chirurgie générale, mais un de mes patrons de chirurgie qui mettait beaucoup d'importance à cet aspect humain, etc., peut-être plus que d'autres, me disait mais le chirurgien aussi doit faire confiance à ses patients, parce que dans l'autre sens. Oui, parce qu'en fait c'est quand même une relation dans les deux sens. Oui, on se mouille aussi pour les patientes, et donc c'est très important de sentir que la patiente comprend et donne son avis, enfin et répond, et enfin moi je trouve que je suis plus à l'aise avec une patiente qui va me confronter et me dire ah non ça va pas, qu'une patiente avec qui je ne saurais pas, j'aurais du mal à sonder. Oui, je serais beaucoup plus. Tu demandes souvent est-ce que vous aimez bien, est-ce que ça vous plaît, c'est une question que tu poses, de façon oui, tout à fait, oui. Mais alors c'est vrai que c'est aussi délicat parce que c'est pas comme si je mettais le pistolet, ça vous plaît. C'est ça. C'est vraiment. Dis-moi que c'est beau, dis-moi que c'est beau. Mais oui, mais on est tellement sensible dans tous ces moments-là. Je me dis que ça doit être tellement difficile en fait. Oui, mais c'est vrai que oui, mais c'est pour ça qu'il y a certaines patientes avec qui, même si la reconstruction est compliquée, que techniquement c'est plus difficile, que le parcours est plus difficile, les choses passent très bien. D'autres avec qui vraiment il faut une grille entre les deux, avec qui, enfin, ça dépend du parcours et du ressenti aussi, et de la personnalité de chacune, mais je crois que c'est très important de trouver un chirurgien avec lequel on se sent à l'aise de poser des questions. Parce que exactement. Oui. On a le droit de poser des questions. Enfin, c'est normal. Enfin, je veux dire, on pose des actes sur un corps d'une autre personne. C'est quand même, et surtout dans ce domaine-là où on a des choix à faire, et c'est vrai que parfois des patientes sont mal à l'aise parce qu'elles peuvent choisir. On dit ben voilà, il y a soit de ça. Et puis alors certaines vont dire non, mais en fait c'est vous le médecin. Et puis je dis oui, mais c'est votre corps. Donc je vous explique pourquoi on peut faire ça, pourquoi on peut faire autrement. Et peut-être dans certains cas, je vous conseillerais de faire ça, mais en effet, vous ne voulez absolument pas une cicatrice en plus, donc il vaut peut-être mieux utiliser ça. Vous ne voulez surtout pas d'implant, donc il vaut mieux utiliser ça. Mais ça, je peux pas décider pour quelqu'un. Je peux vraiment donner toutes les informations médicales et ce qu'on peut attendre de chaque intervention au plus précis possible. Mais il y a des choses pour lesquelles les patients peuvent décider. Oui, qui sont des choix finalement très importants. Oui, une reconstruction tout à fait. autologue ou un plan. Oui. Oui. Et ça, par rapport à la question du timing qu'on parlait tout à l'heure, je trouve qu'il y a parfois quand le temps passe, pour les patientes, c'est un moment de dire oui, le médecin dit que c'est bien, ou à l'inverse, le médecin propose encore des choses en plus. Parfois, il y a cette côté de loyauté envers le médecin qui est souvent très grande. Mais moi, je trouve que c'est parfois intéressant de se poser la question de est-ce qu'il y a encore des choses que je fais ou que je ne fais pas, quitte à aller demander un avis une fois ailleurs en disant tiens, voilà, j'en suis là, vous feriez quoi d'avoir un autre regard. Moi, j'ai eu plusieurs fois des patientes où, mauvaise situation, mais le médecin disait bon, c'est déjà pas mal ce à quoi on est arrivé, ou pire en disant bon, d'où vous venez, vous pouvez déjà être contente. C'est ce genre de situation, on se dit mon Dieu, mais quelle horreur. Et c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de patientes, et c'est ceci, je pense, qui a accentué notre relation, Aurore et moi. C'est des patientes qui étaient soignés par d'autres médecins, parfois très bons. Donc, c'est même pas la question toujours de la compétence technique, loin de là. Franchement, ça y a peu. Mais de dire, on me dit qu'on peut plus, ou que je dis, moi, j'aimerais vraiment que vous alliez une fois rencontrer, continuez avec votre médecin. Et je dis, je peux même prévenir le docteur Lafosse que c'est pas dans une démarche de venir vous faire reprendre au niveau patientèle chez elle, mais d'avoir un regard d'un autre médecin qui va pouvoir vous dire les choses. Parce que moi, j'ai des patientes qui m'ont dit, on peut plus, oui, mais ça m'a dit qu'on savait plus rien faire de plus. Et moi, avec mes connaissances kiné, simplement, ou de ce que j'ai pu travailler en collaboration, dire si, je pense que si. Mais c'est difficile pour les patientes quand on leur dit ben non, c'est un peu en disant arrête tes caprices, hein, c'est déjà pas mal ce que t'as. Mais honnêtement, moi, quand je vois certaines photos sur Instagram et tout ça, je trouve qu'il y a des reconstructions qui sont violentes, vraiment, mais violentes, quoi, avec des trous, des plis, des vagues, Et je me dis, mais c'est super dur, quoi. Oui, maintenant, dans la question aussi du timing, parce que je sais pas si tu te souviens, quand j'ai fait la conférence que tu avais regardée en disant certaines photos, en disant, mon Dieu, au secours. Et c'est vrai que parfois, moi, quand je fais les conférences, je mets pas que des jolies photos, pas dans le sens en disant, on va vous montrer les échecs, ça n'a pas de sens, on peut trouver des échecs de n'importe quoi. Mais des étapes de reconstruction, où on fait une étape, on dit, oh, mon Dieu, c'est vraiment, quelle horreur! Il dit, oui, mais attendez, ben voilà, deuxième temps, troisième temps, voilà le résultat définitif. Et donc, c'est parfois ces photos-là qui sortent sur le net, c'est les moments moches où l'équipe médicale, ou chirurgien, n'est pas allé au bout du processus de reconstruction. Mais il y a des horreurs dans les reconstructions. Oui, mais les femmes ne savent pas ça. Voilà. Mais surtout les photos comme ça prises sur Internet, c'est un espèce de moment. Déjà sur une photo, tous les défauts sont accentués. Donc, et alors en plus, c'est en effet un flash sur un moment. Si on prend une photo d'une reconstruction qui doit se faire en plusieurs étapes et qu'on prend après la première étape, c'est sûr qu'on peut pas appeler ça une reconstruction mammaire. On est dans le processus. Donc, c'est vraiment... C'est bien chirurgical, quoi. Processus chirurgical. Voilà. Et donc, c'est sûr que
et psychique. Que c'est important de montrer ces photos dans le cadre d'une information, comme Ygritte le fait dans une conférence où on explique, voilà, en effet, voici c'est quelque chose par laquelle on passe et c'est normal, c'est pas du tout... Mais aller voir ça toute seule sur Internet en disant ça c'est une reconstruction mammaire, c'est deux choses tout à fait différentes. Et moi, je trouve ça vraiment chouette qu'on le soulève aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on voit sur le net, sur Instagram, des comptes qui sont bienveillants et tout, mais on voit certaines reconstructions. Alors, peut-être que certaines femmes sont contentes, certaines femmes trouvent ça affreux. Je trouve que parfois, les images sont violentes. Et donc, voilà, pour quelqu'un qui se lance là-dedans, se dire, finalement, c'est un cheminement. Et il y a des parcours violents et des cheminements violents, mais je dis aussi dans la façon dont c'est accompagné, je pense vraiment que les étapes, parfois pas drôles au niveau physique, peuvent être le moyen, le moment de faire du chemin au niveau psychique, de se laisser du temps. Et donc, je pense que les vécus, enfin moi en tout cas, des témoignages, des discussions que j'ai pu avoir, il y a des moches vécus au niveau de la reconstruction, mais il y a beaucoup de très beaux vécus aussi quand c'est fait de manière qualitative, intelligente et accompagnée. Et l'accompagnement, c'est pas toujours non plus la toute dernière étape chirurgicale. Il y a parfois des trucs à refaire sur le plus long terme. Mais oui, parce que à l'inverse, quand on fait une reconstruction par expandeur, j'ai plusieurs patientes, j'explique toujours. Au début, on reconstruit le volume, la forme va pas du tout être adaptée parce qu'on essaye juste de d'étendre les tissus se laissent distendre comme ils veulent bien, et donc voilà. Donc, mais le nombre de patientes qui sont toutes heureuses en se réveillant parce qu'elles ont de nouveau un petit volume dans le décolleté. Et en fait, le tout, c'est aussi d'expliquer le processus. Et donc, ça peut se vivre beaucoup mieux quand on a des informations adaptées à chaque étape et qu'on essaie d'expliquer comment ça va se passer. Et je trouve que dans les premières étapes comme ça, souvent, les patientes sont relativement déjà contentes. Après, parfois, c'est un processus qui dure et c'est ça qui est un peu pénible. Pour mon expérience, moi, j'avais été très, très contente de me réveiller avec l'expandeur et c'était vraiment la première petite joie, le réveil. Et puis je trouvais que c'était beaucoup plus difficile parce que c'était moins bien en fait que l'expandeur. Donc l'expandeur, pour les femmes qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas, c'est le fait d'installer une prothèse qui est vide ou partiellement en tout cas sous la peau pour créer, comme on pourrait décrire, une grossesse de sein. Donc vraiment augmenter progressivement le volume pour donner un certain volume. On a eu des patientes, je sais pas si une dame aussi qui voilà, c'était donc avec tout ce qu'elle avait vécu, on va faire une petite reconstruction. Moi, j'avais travaillé pas mal en hypnose avec elle en séance, donc on travaille parfois en hypnose au niveau de la gestion de la douleur ou de l'image corporelle. Et dans les descriptions qu'on faisait en hypnose, etc., elle verbalisait après des choses avec un volume plus grand. Mais c'était tellement compliqué pour elle de l'assumer par rapport à cette question de caprice esthétique et de, justement, aussi de cette féminité. Elle avait beaucoup de vécu compliqué à ce niveau-là. Et finalement, en y allant, en disant, on va y aller avec l'expandeur, progressivement, de voir aussi avec un autre volume comment vous sentez. Et à la dernière chirurgie, où elle m'envoyait un petit message en disant la bomba s'est sortie du bloc opératoire. Et c'était mignon parce qu'elle était heureuse et ça avait été un cheminement. Et par exemple, l'expandeur, parfois, c'est vrai que je parlais de ce timing d'étape, c'est parfois long ce temps d'expandeur. Mais à l'inverse, parfois, moi, j'ai des patientes qui ont du coup vraiment pu se redéfinir par rapport à cette question du volume et réfléchir. Et donc, il y a vraiment des étapes parfois qui ont du sens. Et donc, c'était juste pour rebondir sur la question des laides images, des laids résultats, des mauvaises expériences. Bien sûr, il y en a parce que c'est pas anodin. Mais il y a aussi des superbes cheminements qui parfois, moi, des femmes qui, après un vécu pareil, ont une intégration de leur image corporelle et de leur féminité plus forte qu'avant. Beaucoup plus forte, beaucoup plus investie, beaucoup plus intégrée. Mais ça me marque aussi souvent, c'est de se dire, voilà, j'ai perdu un sein. Je parle, on est plusieurs à penser ça. J'ai perdu un sein. Mon sein n'était pas une zone érogène. Je mettais pas des grands décolletés. C'était pas une zone très très investie. Je perds un sein, j'ai l'impression que j'ai perdu toute ma vie. C'est vraiment, mais oui, et que je suis plus une femme et que c'est la catastrophe. Alors, on est pas mal à le dire, mais pourquoi est-ce que tout à coup, on surinvestit cette zone qui n'avait pas autant de... Est-ce que c'est la zone ou est-ce que c'est une intégrité corporelle générale? En tout cas, ça confronte à la question de l'intégrité corporelle et de l'image corporelle. Moi, très clairement, j'ai des patientes qui ont redéfini une féminité, repris un peu le pouvoir, on va dire, même sur leur corps. Alors, ça arrive aussi dans des phases de vie, parfois, des jeunes mamans ou en disant voilà, depuis que j'ai été maman, mon corps a quand même subi des choses, je me sentais un peu moins bien, j'avais moins l'occasion de prendre soin, et puis là c'est une confrontation à l'image. Alors de nouveau aussi à la place qu'on laisse à l'image corporelle, hein. C'est compliqué d'être dans une société où on dit faut prendre soin de soi, mais on est dans du superficiel, mais le superficiel c'est des questions. C'est pour ça qu'on parle souvent d'aller-retour par rapport à ça. C'est que je pense que c'est compliqué pour beaucoup de femmes
je mets cette zone un peu de côté, c'est pas si grave que ça. Et puis en fait, si, ça l'est quand même. Et puis ça représente ceci, mais pas tant que ça chez moi, mais quand même un petit peu. Et puis, c'est hyper complexe. C'est des allers-retours tout le temps, et sur des questions qui sont bien plus larges qu'un volume mammaire. Sur ce qu'on est, sur ce qu'on a envie de renvoyer, sur l'image sociale. Moi, j'ai vu aussi des témoignages où on se dit, mais les gens peuvent être très maladroits par rapport à cette reconstruction. De dire, oh, t'as de la chance, toi, maintenant, avec ton cancer, t'as quand même des beaux seins. Hein. Faut pouvoir se le prendre, hein, de remarques comme ça. C'est vrai, c'est des choses... donc, c'est des questions qui sont parfois compliquées, où on a une patiente qui voulait pas faire le mamelon, en disant, mais en fait, si je termine ma reconstruction et faire le mamelon, mais pour tous mes proches, ce sera fini. Mais moi, c'est pas fini dans ma tête. Et donc, tant que cette étape-là est en stand-by. Et donc, voilà, ces genres de petites choses où je trouvais ça intéressant et de dire, voilà, c'est donc, oui, il y a quand même beaucoup d'enjeux, je pense, par rapport à ces questions-là. Culpabilité aussi, je trouve que c'est bien de le mentionner. Est-ce que c'est si important? Une paire de seins, est-ce que c'est si important? La coquetterie, quand c'est vraiment, oui, mais, et puis alors, oui, c'est ça, le micmash qu'on peut faire avec la chirurgie esthétique. Oui. Bon, alors plus, même la chirurgie esthétique, je trouve qu'elle peut être constructive dans un certain sens. Je trouve pas qu'il faut scinder ça aussi clairement, parce que parfois j'ai l'impression d'aider. En fait, dans cette idée de récupérer son image corporelle, d'être en adéquation avec soi-même, je pense que la chirurgie esthétique peut tout à fait répondre à ça aussi. Évidemment, dans des contextes différents. Mais il y a une espèce de diabolisation, en effet, Surtout en Europe, hein, je trouve que c'est très... Oui, probablement. Il peut y avoir une dimension esthétique à cette reconstruction mammaire. Et pourquoi c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre ça dans une case grave et qui doit rester très raisonnable enfin, non, en fait, ça peut être aussi esthétique, mais... Ça doit être aussi esthétique, en fait, oui. Ça fait partie du prendre soin de soi. Oui, on dit tout à fait. C'était de nouveau, plus en anglais, on dit le soin et le prendre soin. Donc, dans cette réflexion-là, il y a le soin et le prendre soin. Et plus largement, l'hormonothérapie, la chimio avec les pertes de cheveux, les modifications de poids, tout ça aussi, ça fait partie de la reconstruction mammaire, en fait. Hein. Ça peut toucher le visage, les cheveux, le sein, le poids, le corps en général. Et donc, c'est vrai que je trouve intéressant de diminuer aussi un peu la barrière stricte entre ce qui est esthétique et culpabilisant et ce qui est reconstructif et qui est autorisé. Oui, moi, je trouve ça très bien que tu mentionnes ça, parce que c'est vrai qu'il y a tous ces changements corporels qui ne touchent pas que le sein, quoi. La chimio abîme quand même l'autre sein, la peau, la qualité l'hormonothérapie. Donc voilà. Mais ça, je pense qu'on a encore un petit progrès à faire en Europe par rapport à tout ça. Donc voilà. Oui, il y a des mentalités. Mais bon, je pense que ça évolue quand même. Hein, oui. Ingrid, est-ce que tu peux expliquer en fait tout ce que tu mets en place avec les patientes avant, pendant, après, concrètement, par rapport à se toucher? Alors, la première partie du travail, et ça, je dirais, d'autant plus aussi chez les femmes qui ne souhaitent pas de reconstruction. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir en tête et être vigilante. C'est un espace pour prendre soin de la zone mutilée. On en a parlé tout à l'heure. Oser renommer le passé, savoir un peu ce qui a été fait, et dire, c'est en fait, on a géré le temps des traitements, la mutilation, parfois des chimios, etc. en plus. Après, on la digère. Et pour la digérer, il faut prendre un peu de temps par rapport à ça. Le fait d'avoir des séances où on se pose par rapport à ça permet cette question un peu de lâcher prise, de nommer, d'être confronté aussi de temps en temps à ce qu'on a vécu par rapport à une zone qui parfois soit qu'on a complètement abandonné, occulté, qu'il faut tout doucement réintégrer dans sa vie. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important, éventuellement aussi pour préparer la peau. Donc là, s'il y a déjà une chirurgie qui se dessine, une peau de qualité qui est mobile, qui est bien vascularisée, qui est confortable, etc., permettra de gagner en qualité sur la reconstruction et de gagner aussi au niveau du ressenti. Beaucoup de femmes décrivent cette sensation de carcan qui reste sur le long terme avec ou sans reconstruction. Là, je pense que ça a vraiment du sens de travailler systématiquement en pré-reconstruction aussi, justement, d'aborder cette question du vécu par rapport aux cicatrices, du vécu par rapport à la sensibilité, du vécu par rapport à ce qu'on aime comme volume ou pas. Voilà. Donc là, vraiment dans la question du cheminement, je trouve ça important. Après, une fois que la reconstruction est enclenchée, et même sur le long terme, je trouve que c'est oser rassurer la patiente et nommer les choses, mais pas dans le sens psychique, mais c'est de ne pas avoir peur de est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela. Oui, par rapport au mari, par rapport à dormir sur le côté. Voilà, c'est de dire... Et ça, la plasticienne, enfin, toi, tu expliques déjà un petit peu... Oui, bien sûr, on explique, mais la patiente doit le sentir. Enfin, parfois, des patientes peuvent avoir peur de refaire. Et alors, avec Ingrid, le fait de bouger, de toucher, de se rendre compte qu'en fait, on a pas mal en allant un peu plus loin. Et même d'expliquer que c'est important de le faire. Une reconstruction où les patientes, on explique souvent l'attitude
posture de protection du sein où l'épaule rentre et protège un peu le sein, de dire ben non, si on vous a reconstruite, soyez fiers de cette féminité, soyez fiers de vous, tête haute, redressez-vous, ouvrir la correction de la posture aussi physique comme psychique, mais de vraiment bien se mettre. Et puis par contre, une souplesse de la reconstruction. On a des patientes, et aussi là parfois c'est aussi, bah oui, c'est normal, j'ai une reconstruction donc c'est normal, et qui ont un sein rigide, qui est pas mobile, et en fait avec la kiné on peut vraiment, même parfois pendant une séance, dire oh c'est marrant, maintenant il est tout souple, tout agréable, tout mobile, de pouvoir dire voilà, on peut le bouger, on peut faire ceci, etc. Et puis seul ou en couple, parce que je pense qu'une patiente, avant même de retrouver une intimité de couple, doit retrouver son intimité personnelle, donc d'être à l'aise avec ça, ce qui est pas toujours gagné, et puis en couple aussi, parce que le conjoint sait pas toujours quoi faire, est-ce que je dois investir cette zone ou pas, parce que si je montre à ma femme que je l'aime bien ou que je ne l'aime pas, si il y a pas encore la symétrisation qui a été faite et qu'il y a vraiment une asymétrie entre les deux seins, beaucoup de femmes me disent le conjoint surinvestit ou sous-investit un des deux seins, et puis il y a des craintes parfois très très simplement, où j'ai nommé l'histoire du mamelon là avec la patiente, mais en fait c'était une dame qui était venue, bon, on avait un chouette feeling, on avait vraiment bien travaillé, mais restait la question du conjoint en disant, voilà, au niveau intimité, avec toutes les autres questions qu'on connaît, de sécheresse vaginale, de perte de libido, de plein de choses qui se greffent déjà sur cette difficulté de couple. Mais un couple qui fonctionnait bien, mais qui là-dessus se perdait et vraiment un mal-être. Donc, on avait décidé avec la patiente, en nommant plein de choses avant, votre conjoint vient, ça avait été cheminé aussi avec le conjoint, ça demande parfois du temps pour arriver à ce que le conjoint vienne voir une kiné qui masse le sein. Donc déjà, ça, voilà, il faut arriver à le mettre en place en disant, je vais toucher le sein de votre femme, ne vous tracassez pas, tout va bien. Mais... et de montrer en fait la mobilité, puis dire ben voilà, les nerfs peuvent repousser dans cette zone-là, donc plus vous allez toucher, plus ça va aider madame, donc prenez le temps de sentir, de lui faire sentir les émotions, etc. Puis de dire ben l'histoire des mamelons, de pouvoir le nommer, et puis ben elle m'avait dit mon homme il n'ose plus du tout se coucher sur moi, et donc ben voilà, vous me voyez, j'ai un gabarit qui n'est pas petit filiforme, mais je m'étais mis d'accord avec la patiente avant et je me suis couchée sur elle en parachute, donc vraiment je me suis couchée sur elle sur la table, les bras en l'air, les jambes en l'air, en l'écrasant complètement, en disant monsieur, voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ça a été le fou rire dans la consultation. J'adore. Mais non, voilà, mais fou rire dans la consultation. Mais elle m'a envoyé un sympa. petit message après en disant, c'était très mignon, mais plan cul terrible ce soir. Merci Ingrid. Et dire, voilà, c'est le genre de choses que je pense que là, on peut avoir un enjeu au niveau kiné. Alors, je dis pas que toutes les kinés doivent se coucher sur les patientes. Hein, faut pas faire ça systématiquement, mais c'est dire, voilà, dans la discussion, on dit parfois, vous pouvez pousser sur votre sein très fort en disant, oui, mais non, ça, c'est un peu douloureux. Ben oui, c'est douloureux parce que la loge est en train de se dessiner, mais tout est cicatrisé, il y a plus de risque. Vous pouvez être en appui, vous pouvez faire ça. Les jeunes mamans ou moins jeunes mamans dire, oh, quand mes enfants, petits-enfants courent et sautent dans mes bras, j'ai toujours peur pour mon sein. Ben, en fait, non, vous pouvez. Alors, je pousse une bonne fois dessus en disant, vous avez mal, mais tout va bien. Et puis, c'est désacraliser, déstresser, en fait, des situations. Et donc, dans ces étapes de traitement, en fonction du besoin de chaque patiente, parce que faut pas faire tout le parcours de soins avec une kiné non plus, c'est savoir, un peu comme les différentes techniques, c'est des cartes qui existent et que les patientes peuvent demander et utiliser. Ça veut pas dire que toutes les patientes ont besoin de kiné avant, pendant, après. Pas du tout. Mais savoir que ça existe et en fonction des besoins de chacune, de dire, où est-ce que à quelle porte je peux aller frapper? Et si c'est pas chez une kiné, ce sera peut-être chez une masseuse, ce sera peut-être chez un prof de Reiki, ce sera peut-être... Voilà. Rebondir là-dessus, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un duo comme vous deux. Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que quand il n'y a pas c'est extraordinaire que vous travaillez ensemble. Toi, bon, je pense qu'il y a pas mal de chirurgiens quand même qui travaillent avec des kinés. Donc voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que je veux pas non plus que les auditrices ressortent de ce podcast déprimées en disant, ben moi j'ai pas le duo, donc ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Mais là, c'était bien d'ouvrir le champ des possibles, de toutes les questions qui pouvaient être posées, tout ce qu'on peut attendre d'une kiné. Oui, ben je pense qu'on peut composer son duo aussi. Alors peut-être qu'il n'y aura pas les échanges entre les deux personnes, quoique ça peut se construire aussi. Ça peut être, comme dit Ingrid, une kiné, Reiki, etc. Toutes des choses où on a quand même un rapport avec le corps. Parce que c'est vrai que quand c'est uniquement psychologique, c'est un autre niveau, mais... Quand il y a du toucher, alors, vraiment. Oui, c'est ça. Et idéalement, accompagner le processus de reconstruction et dans l'autre sens, pouvoir faire un feedback aussi au chirurgien de tiens, là, les patients doivent peut-être prendre un peu plus aussi les initiatives, mais de dire, tiens, cet endroit-ci, je suis pas confortable, ou ça ne me va pas, ou j'ai des difficultés, parce que, voilà, après, je pense que chacune pourrait probablement plus facilement expliquer ses demandes ou difficultés si quelqu'un, voilà, kiné, Reiki, etc., l'a aidé dans la réflexion et dans le fait de nommer les choses, d'expliquer. Alors, moi, sensibiliser
sensibilité, quand même, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce que c'est quand même, on entend partout et on dit toutes qu'on n'a plus de sensibilité. Qu'est-ce qui peut, et c'est la réalité, donc qu'est-ce qui peut, d'un point de vue psychologique, bon, je raconte, toi, le processus où tu fais des 8 comme ça et tu masses les 2 seins et que finalement, et tu m'avais dit de dire des choses en même temps dans ma tête, donc pour essayer de réintégrer, t'étais allé avec une petite plume et donc on se rend compte finalement qu'il y a un peu plus de sensibilité, mais il y a quand même, c'est une réalité, on ne récupère quand même pas 100% de la sensibilité. Qu'est-ce que vous pouvez toutes les deux dire par rapport à ça? Parce que c'est toujours quelque chose qui ressort. Alors déjà, la perte de sensibilité due à l'intervention de mastectomie, donc ça, il y a de toute façon toujours dans un premier temps. Logiquement, les terminaisons nerveuses cutanées doivent pouvoir reprendre, mais bon, après, s'il y a eu de la radiothérapie ou de la chimio, ça ralentit ou ça complique un peu cette régénération nerveuse. Mais c'est vrai que le fait de masser, d'assouplir et aussi d'investir la zone, parce qu'il y a des articles qui démontrent que l'intégration cérébrale influe fort par rapport au toucher, par rapport à la stimulation sensitive de la zone cutanée. Donc c'est vrai que si une patiente n'a plus ni regardé ni touché cette zone-ci, le cerveau peut vraiment aussi la bannir. La bannir oui. Alors ça Ingrid va peut-être vous expliquer mieux que moi, mais ça peut se réapprendre. Mais donc ça c'est déjà pour la spécificité d'une zone qui a été opérée ou traitée. La reconstruction, quand on utilise des implants ou des expandeurs, on garde les tissus qui sont localement présents. Donc, je dirais que la sensibilité a au moins une chance d'être préservée. Oui. C'est vrai que quand on utilise des tissus autologues qui viennent d'ailleurs dans le corps et qui sont, je dirais, débranchés au niveau nerveux puis rebranchés, il y a en tout cas anatomiquement moins de facilité à récupérer une sensibilité. Oui, donc par exemple, une palette de peau, voilà. Un DIEP, ça, il y a plus de... Non, alors à moins d'avoir... Un DIEP avec palette de peau. Un DIEP avec palette de peau, oui. On peut faire des palettes, enfin pas des palettes, pardon, des DIEP sans des autologues la peau, oui. sans la peau. Donc on appelle ça vraiment des techniques de reconstruction enfouies. Donc voilà, où on développe la peau. Alors soit il y a suffisamment de peau au départ ou dans une reconstruction immédiate, ou la peau qui était d'abord soit qui est présente suffisamment mais c'est plus rare, soit que l'on développe par exemple avec un expandeur. Et puis après, on refait cette reconstruction autologue en enfouissant vraiment le volume sous la peau. Et là, la peau, du coup, elle est innervée. Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant à ça. C'est qu'on parle ça au niveau de la question au niveau cérébral. C'est ce qu'on dit, c'est pas psy dans le sens émotionnel. C'est aussi au niveau technique, sensitive, etc. Mm-hmm. Il y a une plasticité cérébrale, donc c'est une capacité d'utilisation des aires cérébrales. Si on fait les capteurs, on voit les aires cérébrales d'un pianiste, par exemple, ne sera pas les mêmes au niveau de la main, etc. Au niveau du sein, c'est la même chose. Donc, les patientes qui ne touchent plus, qui sous-investissent le cerveau, va utiliser les zones de cette zone non utilisée pour d'autres choses. Ça, c'est vraiment quelque chose de physiologique, connu, classique, prouvé, théorique, oui, prouvé. Tout à fait. Par contre, à côté de ça, techniquement, très clairement, un sein irradié, par exemple, ou non irradié, mais où il y a une grosse adhérence tissulaire, parce que la mutilation était plus profonde, plus importante, va avoir des plus grandes difficultés à recréer une sensibilité. Mais si on ne touche pas, et c'est aussi les patientes qui nomment après une chirurgie du cancer du sein, donc sans la reconstruction, les pertes de sensibilité aussi à l'arrière du bras, même chose, c'est une zone si vous réfléchissez, c'est une zone qui n'est pas touchée au quotidien, même dans nos vêtements, etc. Une zone qui est désensibilisée doit être touchée. Maintenant, c'est vrai que moi, je réponds souvent à mes patientes, la sensibilité ne sera jamais la même qu'avant. Parce qu'il y a des choses différentes. Donc, retrouver une sensibilité, oui. Parfois, des petites zones qui vont dire, ben non, cette zone-là, je sens quand même pas bien. Mais c'est vrai que moi, je vois plus de travail, même pendant une séance de kiné, parfois en une demi-heure. Et donc là, c'est pas le nerf qui a repoussé en une séance de kiné, me dire, il y a une plus grande présence de cette zone-là. Et puis après, vraiment, toucher, moi, je le vois, je fais des dessins dans mes notes aussi, de dire, voilà, j'ai à autant de centimètres de la cicatrice, sensibilité. Et au bout de quelques séances, je dis, ben voilà, je suis à beaucoup moins. Donc, il y a vraiment, je fais parfois des séances uniquement pour ça, hein. Il faut s'armer de patience. Je suis désolée, Ingrid, je devrais me masser. Je dis oui, on passe rarement une demi-heure à masser ses seins. Voilà, personne n'a le temps de faire ça. On le fait pendant les premières semaines et puis voilà. Et donc, en séance de kiné, c'est un temps qu'on s'octroie ou qu'on s'autorise ou qu'on s'oblige. Et la kiné va, oui, parfois masser les seins pendant une demi-heure, stimuler. Alors, des pincettes, des massages, des plumes, des pinceaux, des stylets, des choses qui sont stimulants au niveau nerveux. Et ça, moi, je suis convaincue que ça aide vraiment. Maintenant, c'est la question... C'est un bon message, je trouve. Parce de que l'investissement que ça demande. C'est un peu décourageant. Hein. Ah oui. Moi, je vois ce week-end, on préparait une réunion de famille, je mets simplement un saladier contre mon sein. Tout de suite, c'est parce que c'est hyper désagréable, quoi. Et c'est souvent quand même... Ce qu'on entend des patientes, c'est ce découragement par rapport à voilà, c'est toute cette sensibilité perdue et... Je sais même pas comment on décrit, en fait. On sent s'en sentir. Ouais.
C'est la dysesthésie. Dysesthésie, oui, c'est numbness en anglais, ça dit mieux le... Mais dysesthésie, c'est plutôt après la mastectomie où c'est hyper sensible et endormi. Là, c'est... Oui, en fait, c'est un peu de dysesthésie aussi. C'est vraiment pas cool, quoi, comme sensation. Mais bon. On devrait voir ta tête quand tu l'expliques. On va te dire, non, pas cool, c'est pas non. Mais... Et quid alors parce qu'on entend ça partout sur les réseaux maintenant, cette reconstruction à plat. Je ne sais pas si elle a une non-reconstruction, reconstruction à plat quand les femmes décident d'enlever les deux. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à tout ça? Donc, c'est vrai que la reconstruction à plat, elle vend un peu plus en poupe, parfois aussi au niveau de toutes des démarches que tu aborderas dans un autre podcast, de la féminité, parfois d'un investissement, d'une réflexion par rapport au statut de la femme. Donc, l'idée de la reconstruction à plat, c'est plutôt que de reconstruire le sein qui a été mutilé, c'est d'enlever l'autre sein en disant, en fait, moi, j'ai pas besoin de mes seins au niveau symbolique, etc., au niveau important, c'est pas important pour moi. Ah oui, donc la reconstruction à plat, tu parles, en fait, ça veut dire, c'est les deux seins. On enlève l'autre sein. Oui, on enlève donc, l'autre c'est par sein. exemple, j'ai été opérée du sein droit, j'ai subi une mastectomie droite, plutôt que de reconstruire mon sein droit, on va enlever le sein gauche, et là, je dois plus m'ennuyer avec des prothèses, etc. Je suis plate, quoi. Et puis voilà. Donc ça, c'est un choix qui se discute, dont les femmes parlent de plus en plus, avec parfois certaines revendications, donc ça, on en reparlera. Donc ça, par rapport à cette question-là, je dirais un peu dans la même dynamique, parce que ça reste un choix personnel, donc c'est une option, on va dire ça comme ça. Dans cette dynamique-là, la seule chose, je le dirais peut-être plus aussi par rapport aux femmes qui ne souhaitent pas être reconstruites du sein qui a été opéré, c'est un sein qui ne va pas être reconstruit, peut et devrait même encore plus être l'objet de soins, dans le sens où l'absence du sein, la tension dans la cicatrice, peut créer une sensation d'étau et de perte de sensibilité qui du coup ne va pas être investie. Et donc moi souvent je dis à mes patientes que c'est quelque chose qui n'est pas perdu, c'est que une mastectomie, même quand on ne veut pas de reconstruction, ça a vraiment beaucoup de sens, voire encore plus de sens d'en prendre soin au niveau hydratation, massage, mobilisation des tissus. Parce qu'on parle de la cicatrice, et souvent quand on parle de la cicatrice d'une mastectomie, c'est la ligne qu'on voit à la peau. Mais en fait, l'ensemble de la glande mammaire a été enlevé, et donc on a un disque cicatriciel sur toute la zone thoracique. Oui. C'est une cicatrice qu'on ne voit pas, et donc on dit « Oh, elle est belle ta cicatrice ». Elle est belle la cicatrice à la peau. À l'intérieur, il y a l'ensemble du thorax qui peut être collé, adhérent et inconfortable. Donc là, je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette prise en charge-là, voire parfois de passer par un petit geste chirurgical qui permet de décoller les tissus, donner un petit léger volume. Donc là, j'aborde plus moi la question du lipofilling. Le volume est peu présent. Pour pas que ce soit creusé, en fait, voilà, tout simplement. Creuser ou voilà. Donc ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir en disant, c'est pas parce qu'on ne veut pas de reconstruction, comme dans le cas des tumorectomies. Il y a peut-être des patientes qui nous écoutent qui ont eu des tumorectomies, où le sein peut avoir été abîmé. Et donc, on ne parle pas de reconstruction avec ces femmes-là parce que elles ont quand même une reconstruction pour la tumorectomie. Mais bien sûr, mais il faut en parler plus parce que on parle peu de ça avec nos patientes qui pourtant ont subi aussi une mutilation. Mais c'est vrai qu'il y a des patientes, souvent celles que tu envoies, qui viennent pour un avis donc sur un site de mastectomie sans souhait de reconstruction. Mais c'est vrai que par exemple les lipofilling, le fait de réinjecter de la graisse, donc c'est pas vraiment le volume dans ce cas-là qui va être principal, mais c'est surtout l'effet des cellules souches et de tous les agents trophiques qu'il y a dans la graisse qui sont nourrir la peau. Voilà, en fait, qui sont antifibrotiques et qui régénèrent au niveau vasculaire. Et c'est vraiment des boosters pour les tissus. Enfin, c'est un peu des vitamines pour les tissus que j'explique aux patients. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas, en fait. Donc, elles ont leur mastectomie et elles font pas spécialement. C'est intéressant d'en parler, là, aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être important, quand même, de consulter un chirurgien pour... Si on a un inconfort, on a déjà eu une ou deux patientes avec ces sensations d'étau et de tissus qui sont collés, abîmés par la chirurgie ou la radiothérapie, qui gagnent vraiment en confort et en aisance après un lipofilling, qui est une procédure qui est pas très lourde, qui se fait en clinique de jour, qui consiste à tapisser la zone de la cicatrice, mais le disque cicatriciel, enfin la zone cicatricielle, je dirais, de cellules adipeuses purifiées. Donc on prélève un peu de graisse et ça donne pas de cicatrice. C'est des choses qui sont pas trop lourdes au niveau procédure, mais qui peuvent apporter quand même beaucoup de confort et de qualité tissulaire. Donc ça c'est le lipomodelage en français, c'est ça, un lipofilling, lipomodelage. Ouais. Moi, je vois que l'heure passe, c'est un long podcast. Alors toujours la question un peu piège, comment est-ce que vous avez envie de clôturer le podcast? Clôturer, pour moi, c'est vraiment une question où on ne pourrait jamais clôturer, parce que c'est tellement intime et tellement personnel, ce chemin, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait encore en dire, et avec chaque patiente. Je pense que les choses à retenir par rapport à tout ce qu'on a pu aborder, c'est vraiment cette question de
du processus qui est vraiment important et de savoir qu'à chaque étape de ce processus, c'est logique qu'il y ait des allers-retours au niveau du vécu physique, psychique, au niveau du ressenti, de l'envie d'aller plus loin, d'abandonner, etc. Et donc, c'est vraiment se respecter dans ce cheminement et de trouver, parce qu'on parle, c'est vrai qu'ici, du duo d'Aurore et moi, que nous, on adore parce que ça a permis vraiment, je pense, de garantir un certain niveau de travail et une adéquation, on espère, plus grande pour nos patientes. Mais je pense que pour toute patiente, ce que moi je souhaite, c'est vraiment essayer qu'elles trouvent des personnes référentes avec lesquelles elles peuvent discuter de ce cheminement et avec la petite note de mon côté qui, je pense, reste que le toucher permet énormément de choses, tant pour intégrer, nommer les choses, que aussi pour prendre soin de soi et parfois juste se reconnecter à son corps parce que tous les traitements avant la mutilation aussi, tous les autres traitements autour, on a un corps qui est déconnecté. Il est hyper investi par tout ce qu'on fait, mais on doit un chouïa se déconnecter, un chouïa ou beaucoup plus que ça, parce que pour tenir le coup, il faut quand même un peu se déconnecter, je pense. Et donc, c'est se reconnecter avec ce corps qui a été défaillant, qui a été mutilé, qui a été chipoté, c'est le réinvestir, le réinvestir pour soi-même. Et donc, il faut, pour soi-même, peut-être pas trouver une kiné, mais peut-être trouver X ou Y, une personne qui pourra être adéquate dans... Voilà. Ou même des massages, en fait, tout simplement aussi. Ça ne doit pas spécialement être... Ou s'arrêter, dire, tiens, je prends un bon bain et je ressens régulièrement les sensations que j'ai autour. Voilà, des choses. Mais dans cette question, du processus et de s'autoriser aussi des allers-retours tant physiques que psychiques. S'autoriser non pas des caprices, mais une écoute de celle qu'on est, de ce qu'on a envie d'être, tout en étant aussi capable de dire mais cette chose-là, elle est perdue et rien de ce que je mettrai en place ne pourra réparer cette chose-là, mais j'en fais quelque chose, j'en fais quoi? Oui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour rebondir, c'est peut-être un peu pour me retrouver après tout ça, mais probablement changer, idéalement encore en mieux, mais voilà. Mais merci mille fois en tout cas. Avec plaisir, c'est toujours gai d'échanger, on aime ça, on trouve ça vraiment très intéressant pour chacune. Merci Delphine. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!